contribue à la renaissance de son club, les Dallas Mavericks. À toi la pamplemousse, à moi, non à toi. Wow, Michael, super. Mon coast to coast. Get that, baby. Bienvenue dans Howdy Mavs, le podcast en français entièrement dédié aux Dallas Mavericks. Suivez Howdy Mavs sur votre plateforme audio préférée et utilisez notre chaîne YouTube pour écouter l'émission et pour nous envoyer vos commentaires et vos questions. Et ce qui nous ferait super plaisir, c'est si vous pouviez vous abonner sur YouTube. Et pour animer cette émission, je suis comme d'habitude avec Quentin. Salut Quentin. Alors, est-ce que tu as mis le site tankathon.com dans tes favoris sur ton ordinateur ? Salut Barn, salut tout le monde. Non, on est en janvier, ça fait trop mal de penser déjà à Tankathon, mais il faudrait. Donc là, en ce moment, c'est plus un peu plus de distance par rapport à Dallas. Et puis, ouais, je t'avoue que normalement, ça devrait pas trop tarder d'ici fin février, les allers-retours sur Tankathon et le bouton simuler loterie. Même si je suis bien conscient qu'on a déjà eu un bon gros coup de chance l'an dernier, pourquoi pas une deuxième fois. Ouais, je rappelle, le Tankathon, c'est donc les classements à l'envers pour voir qui c'est qui va gagner, qui a le plus de chances de gagner à la loterie. Et toi, Nico, pour essayer d'améliorer ton quotidien, tu n'as pas été voir les Mavs, tu as été voir les Legends. Comment ça s'est passé ? Ouais, salut les amis. Écoutez, effectivement, j'ai eu mon expérience de G-League dimanche dernier. Je suis allé voir les Texas Legends à Frisco, donc au nord de Dallas. Et bah, c'est moche. Je peux vous dire que c'est moche. C'est la fête de la saucisse. C'est pas beau du tout comme basket. Écoute, le seul intérêt que j'ai vu, c'est que j'ai vu Killian Hayes, puisque c'était les Texas Legends contre Cleveland, les Cleveland Chargers. Bah, c'est vraiment une version très 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 cheap de la NBA où le basket est très annexe. Et l'ami Killian Hayes, il m'a pas rassuré, pour être très honnête avec vous. Ah ouais ? Ouais, mais il était assez. Il a fait du Killian Hayes, c'est-à-dire que physiquement, il a un niveau de NBA. Par contre, il a le shoot. Je pense qu'il a probablement un meilleur shoot que lui. Alors là, je balance un peu. T'as pas eu de chance, mais, t'avais pas de chance, il n'y avait pas de construction. Il y a plein de plans de construction dans le nord de Dallas et on construit plein de maisons. Il y a plein d'immeubles. Et là, j'ai l'impression qu'il a fourni un nombre de briques assez élevé pour construire plus de bâtiments. Je vois où tu vas. Ok, bon, les Mavs, alors on va se focaliser sur les Mavs. Donc, 9 derniers matchs, 3 victoires, 6 défaites. Ça, c'est depuis Noël. Est-ce qu'on considère la saison terminée ? Moi, honnêtement, j'y suis déjà allé sur tankathon.com. Est-ce que on a déjà terminé la saison, Quentin ? C'est triste, hein ? Pour moi, ce qui acte la fin globalement de la saison, c'est la blessure qu'on vient d'apprendre de Anthony Davis au doigt. Et le fait qu'il va être absent sur une longue durée. C'est surtout ça, parce que pour moi, le fait qu'on soit en négatif, je vous l'avais déjà parlé, je pensais qu'avec un retour de Kyrie, ça pourrait éventuellement aller chercher quelque chose. Donc pour moi, c'est surtout ça en fait qui acte la fin de saison. Là, on savait même pas s'il allait être absent de nombreux mois. On a appris que c'était que 6 semaines, mais en fait 6 semaines, c'est quand même énorme vu le retard qu'on a aujourd'hui. Donc pour moi, ouais, c'est ce qui acte officieusement, parce qu'on ne va pas dire officiellement évidemment, mais officieusement la fin de saison de Dallas Mavericks. Et on l'a bien vu quand maintenant il nous parle d'un retour de Kyrie après le All-Star Game. Il reste très vague, ça veut bien dire qu'en fait il retarde parce qu'il n'y a aucun intérêt à faire revenir Kyrie Irving très tôt, comme les Wizards n'ont pas envie de faire revenir Trae Young, etc. Je ne sais pas si vous avez regardé les derniers matchs, mais en regardant ces matchs, moi, j'avais vraiment l'impression que c'était la fin de saison. Notamment contre les Bulls, on avait l'impression que l'équipe n'était pas du tout concernée. Et on avait l'impression que... Bon, peut-être que c'est parce qu'il y avait beaucoup d'absents, mais on avait l'impression qu'on était là pour faire jouer tout le monde. Nico, tu n'as pas cette impression que ouais, on est en train de tanker, quoi ? Quand tu cumules pas mal de blessures, que tu cumules l'impression que tout le monde est un peu à vendre, que tu rajoutes à ça beaucoup de bruit dans les couloirs, d'échanges, d'instabilité, on va dire ça comme ça, plus beaucoup de gens qui te répètent qu'on a tout intérêt à perdre un max de matchs pour essayer de choisir très haut à la draft. Je pense que tu cumules tout ça, tu as un résultat qui ressemble de très près à une fin de saison et une forme de désengagement. Donc pour moi, honnêtement, la saison elle est terminée là. En tout cas, on n'a plus vraiment intérêt à gagner des matchs, ça devient assez clair. J'avais été assez prudent moi, au début, où je disais non mais faut se laisser du temps, on verra les résultats, où est-ce qu'on en est, machin. Parce que voilà, tu cumules tous ces critères que j'ai pu décrire.
Pour moi, la saison, elle est clairement terminée là. Et la blessure, comme tu décrivais, Quentin, la blessure de AD qui, a priori, se fait pas opérer finalement, tout ça va dans le même sens que c'est fini en fait. Je vais vous dire, moi, même contre Brooklyn, juste, je te fais un petit point, c'est que les Mavs ont gagné contre Brooklyn 113-105. Moi, j'espérais que Brooklyn gagne, en fait, parce que franchement, c'est un concurrent direct à la loterie, là. Ouais. On n'arrivera pas à les rattraper, ils sont quand même vraiment trop forts. Mais oui, c'est sûr que c'était une sorte de concurrent. Ce qui fait mal, c'est qu'on ait cette discussion alors que ce soir, nous jouons notre 41e match, donc c'est-à-dire la moitié de la saison. Ce n'est même pas la moitié de la saison. Et on la considère déjà comme terminée, ce qui est vraiment terrible. Et on ne peut que regarder la situation où on était il y a un an. On sortait de finale, on rêvait d'y aller une nouvelle fois. Et nous voilà en janvier 2026 à dire que la saison est terminée. C'est d'une tristesse absolue. Mais c'est malheureusement la vérité. C'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. C'est peut-être un mal pour un bien, Quentin. Tu sais, on s'était dit, est-ce qu'on doit être la cigale cette année? On doit être la fourmi cette année? On va être forcé d'être la fourmi. On va souffrir là pendant 6 mois et ça va aller beaucoup mieux la saison prochaine. C'est peut-être une bonne chose pour les Mavs, finalement, ce qui nous arrive. Nico, en tout cas, de toute façon, la réalité chiffrée, la réalité d'aujourd'hui fait que de toute façon, tu as raison, c'est le bonne approche à prendre. Moi, j'ai juste une petite pensée pour ceux qui ont payé leur abonnement, qui vont à la salle souvent régulièrement, qui ont lâché leur gros billet pour se taper des matchs, où en fait l'intérêt globalement c'était de perdre des matchs. Et moi j'ai eu le malheur de voir le Brooklyn Maverick. C'était le borgne face à l'aveugle, honnêtement. C'était vraiment la série des éclopés, de ceux qui n'ont pas vraiment envie de gagner, des bancs chargés de joueurs qui n'ont pas spécialement envie de s'agiter pour revenir. Il y avait un côté quand même post 39-45, quoi. C'était assez moche. Bon, c'est 3 mois seulement de douleur. Normalement, dans 3 mois, ça sera terminé. Et puis, on peut aussi regarder Cooper Flag pendant 3 mois, continuer à évoluer. Il va avoir un rôle majeur. Ça va être sympa de le regarder performer, regarder ses stats. Peut-être qu'il y a des bonnes choses à tirer finalement sur ces 3 mois. Allez, ça va pas être complètement nul. Ah ben oui, non mais c'est le truc, c'est le seul et unique truc. C'est-à-dire que Cooper Flag va aller au Rising Star Challenge, évidemment. Il aurait pu avoir une place, on en a parlé il y a fut un temps là. Il aurait pu avoir une place, je pense, dans l'All-Star Game si Dallas avait été meilleur collectivement, avec toutes ces places dédiées à des Américains. Honnêtement, il aurait pu en avoir une, mais là on est trop mauvais, donc il n'a pas à y être. Par contre, il sera au Rising Star Challenge. Je pense qu'il va même faire peut-être des concours du samedi. Donc ça va être à suivre. Et puis évidemment, ça va être la course au titre de Rookie of the Year. Pour le coup, ça, on le veut. On veut tous qu'il ait ce titre. Ça va être disputé. Mais il part quand même bien. Et je pense qu'il va continuer la saison avec des très bonnes moyennes. Donc c'est pour moi l'unique raison aujourd'hui de continuer vraiment à suivre Dallas. C'est de se dire qu'on peut s'investir dans Cooper Flag. Parce que cette saison rookie, on en reparlera dans 2, 3, 5 ans, etc. Tu vois, après, on ne sait pas ce qui va arriver avec la trade deadline. Peut-être que des nouveaux petits jeunes vont arriver. Mais grosso modo, aujourd'hui, ouais, c'est clair que c'est pas D'Angelo Russell qui va nous donner envie de regarder les matchs, quoi. Ah bah lui, d'ailleurs, il s'est bien assis sur le banc. Il n'y a pas de problème. Il avait sorti la gazinière. Il est bien installé, là. Ah oui. D'ailleurs, c'est marrant que vous parliez de ça parce que sur le match contre... il s'est fait expulser sur quel match, Kid il s'est fait expulser contre les Bulls. Contre les Bulls. Et c'est Frank Vogel qui a repris le lead et direct, Russell est rentré sur le parquet. Ouais. Il a discuté avec son arbitre préféré, Jason Kidd, l'ami Foster qu'il aime tant. Apparemment, ils ont une belle histoire ensemble d'amour. Non, après, pour rajouter à ce que tu décrivais sur Cooper Flag, pour moi, l'intérêt de développer les jeunes globalement, il y a évidemment Cooper Flag. J'espère qu'on va pouvoir avoir un peu plus de Max Christie, qu'il aura encore plus de minutes. Ça reste un joueur assez jeune, hein, pas comme si c'était un daron. Ça reste un jeune joueur en NBA. Et j'espère aussi qu'on aura beaucoup de minutes pour Ryan Nembhard pour essayer de continuer à le développer. Je l'ai vu là, du coup, avec un peu plus de minutes, on a intérêt à le développer pour voir jusqu'où il peut aller, quoi. Et même dans un autre registre, Brandon Williams, qui reste un jeune joueur quand même, une nouvelle fois. Donc tous ces jeunes joueurs, leur donner des minutes, les aider à grandir. Ouais. Bon, c'est pas ça qui va forcément... je pense à ceux qui matent les matchs en direct en France, là, à 3h du match. Je sais pas ce qui ça va vous lever pendant la nuit, mais en tout cas... il y a un intérêt à développer les jeunes joueurs, voilà ce que je voulais dire.
et Moussa Cissé. Parce Ouais, aussi. il est rigolo à regarder quand même. Non, mais il va avoir des minutes. C'est clairement des belles opportunités pour tous ces joueurs-là. Ouais. Bon, alors on parle d'Anthony Davis, les gars. Donc, match contre le Jazz. Et Anthony Davis, à 2 minutes de la fin du match, franchement, il se prend le doigt dans le maillot de Markkanen et il se blesse. Alors, encore une fois, après même pas 5 matchs de suite, en fait, depuis que Anthony Davis est là, il n'a pas fait plus de 5 matchs de suite. C'est quand même triste. Quentin, encore une blessure qui sort de nulle part. Je veux dire, il les collectionne, quoi. Ah, c'est incroyable. En plus, quand tu vois l'action, tu vois, on dirait pas qu'il se passe quelque chose de grave. Et j'ai l'impression qu'en fait, toutes les blessures d'Anthony Davis, soit il se les fait tout seul, soit c'est des trucs cons comme ça, où tu vois, il se passe, où on a l'impression qu'en fait, c'est rien, et en fait, ça se révèle être assez grave. C'est déprimant. Fut un temps, j'étais en mode... et j'étais un peu du côté de... Je le défendais, tu vois, je disais non, mais j'ai confiance qu'il puisse nous faire plusieurs matchs de suite, comme il a pu faire pendant une saison et demie aux Lakers, là. Bon, ça y est, hein, j'ai abandonné l'idée. Faut le refourguer, qu'on passe à autre chose. C'est insupportable d'être là, à se dire comment on va faire dans 5 matchs. On ne sait pas si on peut compter sur lui ou pas. D'un côté, tu as des mecs dans la ligue, ils n'ont pas loupé un match depuis qu'ils sont arrivés en NBA. Je pense évidemment à Bridges, à New York. C'est fou d'avoir un mec comme Anthony Davis chez nous. Et honnêtement, c'est usant. C'est vraiment très, très usant. Donc, quand j'ai appris tu vois, la nouvelle, là, avec en plus le timing de la trade deadline, je me suis dit, mais ce cauchemar, ça ne s'arrêtera jamais, tu vois, de ce trade qu'il a pris. Il était déjà pourri de base. Et puis, tu sais, à chaque fois, tu as le scénario qui peut partir d'un côté ou de l'autre. On a pris toutes les branches à chaque fois qui mènent vers le pire scénario, j'ai l'impression. À part, évidemment, Cooper Flag, ça ne s'arrête jamais. Donc, voilà, qu'on fasse en sorte que ça s'arrête, parce que c'est désespérant. Et les gars, j'ai un petit quiz pour vous. Est-ce que vous pouvez me citer les 5 blessures d'Anthony Davis avec les Mavericks? Et c'est 5 blessures différentes. Hein. Alors on y va. C'est quoi? Il a commencé avec l'adducteur, vous vous rappelez? La main gauche, c'est la plus récente. La main gauche, c'est bien. Ouais. L'œil, très bien. Ouais. Le- Il y a eu... À l'aine aussi, contre Ouais, Houston. groin, C'était c'est ça, c'est l'aine. C'est ça. Ouais. 3, ouais. Il n'y a pas de genou, il me semble. Il y a l'adducteur. Ah, c'est Ouais. l'aine, ça. Mais il a eu 2 fois l'aine, alors. Ouais. Il me semble que groin injury, je l'ai vu souvent. Et il me semble qu'il y a une autre. Oh, il faut que je revérifie. J'ai même pas la réponse de mon Il quiz. n'y a pas un orteil qui traîne, non? Toe. Non, mais... Enfin, moi, pour le dire autrement, honnêtement, il y a aussi impressionnant soit Eddie physiquement et tout ça, et la réputation qu'il peut avoir, il y a un côté Pierre Richard maintenant, honnêtement. Ça en devient risible. Je sais pas si c'est le corneau, je sais pas. Non, là, c'est plutôt Bourvil. Mais enfin, putain, mais c'est pas possible. Il y a un côté, ça en devient risible tellement l'homme de cristal se rebrise. Le géant de papier, c'est ça qu'on devrait, tu vois. On va mettre ça en chanson, le géant de papier, quand on voit Anthony Davis. Sa fragilité de l'ensemble de son corps en devient risible à un point, le pauvre. Mais ouais, c'est fatigant. Là. Moi, j'avoue que j'ai plus que ma dose là. Tout le monde n'est pas Michael Bridges, évidemment. Ouais. Enfin là, ça en devient ridicule et ça en devient inquiétant. Donc, moi, j'ai hâte qu'on sorte de ce cycle, honnêtement. Alors, Ouais, après de ces côté, tu dernières vois blessures que- au doigt... Ouais, vas-y. Luka Doncic, lui, il est en méforme physique, je sais pas quoi, machin chouette. Bah, au final, par contre, à Los Angeles, mine de rien, il joue. Il a pu avoir 2-3 blessures de temps en temps, mais la plupart des matchs, voilà, et on sait qu'on peut compter sur lui. Il enchaîne les gros Puis les gros stats comme il il lead il lead l'équipe, il lead la ligue en points par match et il est 4e, je crois, en passes décisives. Donc bon, offensivement, ça marche quand même. Ouais. Et il Bon, n'a les- pas les gars- l'âge qu'avait Michael Jordan quand il a remporté son premier titre NBA. Donc bref. Ne retombe Le pas trade, c'est là-dedans, un Quentin. Tu te fais du Oui, mal, oui, ça sert oui, à rien. désolé, mais j'ai vu sur Twitter des gens qui me disaient que j'en faisais trop avec ce trade, qu'il fallait que j'arrête et tout. Et je suis désolé pour ceux qui pensent ça sur Twitter, mais je n'arrêterai pas. Franchement, c'est vraiment le pire trade de l'humanité. Je ne sais pas ce qu'on a fait pour mériter ça. Mais bref, on va se le ressasser longtemps, celui-là, quand même. Mais on sait, on est tous d'accord avec toi, Quentin. Mais on sait bien. Et Allez, malheureusement, les chaque gars, on jour se qui passe ne recentre fait que sur- confirmer ça. On se ressente sur Anthony Davis là. Alors, il se blesse au doigt et ensuite une communication un peu, on va dire, confuse
À un moment donné, Faut le on dire. dit on sait pas trop ce qu'il a. Ensuite, on dit il va être absent pendant des mois. Il va se faire opérer. Après, il va pas se faire opérer. On n'y comprend plus rien. C'est quoi les dernières infos, Quentin? Bon, déjà, tout cet imbroglio là, ça l'a fait revenir sur Twitter quand même. Hein. Chose qui n'était pas arrivée depuis 1 an, je crois. Il n'avait pas utilisé son compte depuis 1 an et il est revenu tweeter pour ça. Dans un premier temps, on apprend qu'il va consulter un spécialiste de la main à Los Angeles. Et ensuite, il y a Shams Charania qui met un tweet disant que normalement, il devrait se faire opérer et que sa saison avec Dallas serait donc terminée. Dans la foulée, il nous met un deuxième tweet en citant le premier, expliquant que même si la saison est terminée avec Dallas, il n'est pas impossible qu'avec l'opération, il puisse revenir pour d'éventuels playoffs s'il est tradé dans une équipe qui souhaite aller très loin en playoffs. Donc il nous fait comprendre que le trade market n'est pas mort. Mais bon, la valeur baisse quand même énormément. Et ensuite, on a l'intervention d'Anthony Davis qui vient dire sur 2 tweets différents en disant c'est des mensonges. Et ensuite, il met un tweet lui de son côté, faut pas croire tout ce que vous voyez, machin. Et on a eu par la suite, quelques heures plus tard, un communiqué officiel Public Relations Mavericks disant que pas besoin d'opération et qu'on s'attend à une absence d'environ 6 semaines, ce qui change évidemment beaucoup la donne, parce que 6 semaines, ça veut dire que passe la trade deadline, tu peux espérer récupérer AD sous un petit mois environ. Donc le marché reprend de plus belle si des équipes sont encore intéressées par le géant de papier. Donc avec AD out pour la saison, on s'était dit il n'allait pas être tradé. Maintenant, il y a une chance que finalement, il revienne sur le marché. Il y aura peut-être des équipes qui seront intéressées. Nico, là, sa valeur, elle a baissé. Qu'est-ce qu'on peut espérer du coup ? Ça va être juste des contrats expirants ? Ne sous-estimez pas derrière, c'est pas que Anthony Davis, hein, c'est Rich Paul, son agent ultra puissant de la NBA, qui joue des mécanismes aussi pour le rendre du coup un peu plus attractif. Ce qu'on lit aussi, c'est que Anthony Davis, il a envie le plus rapidement possible de prolonger son contrat. Il y a aussi ça qui est en jeu en fait, et a priori les Mavs sont pas spécialement agités, on les comprend, pour prolonger son contrat. Sans dire le pire truc à faire à peu près en ce moment. Donc écoute, ça veut dire que concrètement, des équipes qui ont des ambitions d'aller en play-off, qui sont plutôt dans des candidats au moins de finale de conférence, et qui peuvent être intéressés par Anthony Davis, du coup c'est une façon de leur dire, les amis, lâchez pas vos plans. Mon gars, il est toujours là, il va être là pour la fin de la saison régulière, il fera les play-offs et vous aidez à gagner votre titre. En gros, ils essaient quand même de nous faire passer une jolie couleuvre là. Pour essayer de trader AD. Donc qu'est-ce qu'il veut encore, qu'est-ce qu'il vaut encore plutôt. Écoute, cette accumulation de blessures en série m'amène toujours à penser que sa valeur est toujours blessée. Après, toujours pareil, hein, tu peux dire que tout ça s'est passé, que ça ira mieux dans le futur. Donc ça part de contrats expirants, pour répondre à la question, ça part de contrats expirants. Les Mavs veulent des assets de draft ou des jeunes joueurs. Oui. Donc tu lis plein de potentiels trades. Si vous avez vu la feuille de match hier de Atlanta ? Ils avaient 3 blessés. C'était Porzingis, Luke Kennard et Rizaché. Vous y croyez là ? Tu y crois, Quentin, à ça ? Je crois, comme dans les podcasts, cette piste, j'y crois toujours parce que les Hawks, ça fait sens. Après, je pense pas qu'il va être que des contrats expirants. Il y a évidemment quand même du pic qui rentre dans l'équation. On n'est pas sur un D'Angelo Russell, tu vois. Ça vaut quand même quelque chose, comme a dit Nico. Ça vaut la possibilité que AD soit en bonne santé. Et dans ce cas-là, effectivement, il peut t'amener une équipe en finale NBA pour gagner la conférence Est, vu qu'on a l'air de se diriger plutôt vers la conférence Est. Donc quand même, ne vous en faites pas trop. Ça va pas être un pic comme ce qu'ont fait les Hawks, où ils n'ont même pas récupéré le moindre pic pour Trae Young. Je pense quand même que dans l'histoire, il y aura soit du jeune très bon, soit un ou deux pics, des first round pics. Mais tu penses qu'il va rejouer sous le maillot des Mavs, Anthony Davis ? Non. Donc il va être tradé. À ton avis, c'est 90% de chances que ça se passe. Ouais. Pour moi, il va se faire trader. Comme a dit Nico, le côté contrat est important pour lui.
On sait qu'il a envie de se faire prolonger et heureusement, on ne le prolonge pas. Il lui reste donc la prochaine année à 58 millions et celle d'après qui est une player option à 62. Donc nous, on ne va pas prolonger ça. Et lui, il faudra qu'il voit avec sa future équipe s'il a envie de prolonger ou pas. Mais nous, il faut vraiment juste qu'on se débarrasse de ça. Et je pense que le front office, il sait que le bon moment, c'est maintenant. Parce que si on ne le fait pas à cette trade deadline-là, on va risquer tu vois, une nouvelle blessure, que sa valeur, elle chute à nouveau, que l'âge avance, parce qu'il est quand même maintenant, il est âgé, il a 33 ans. Donc je pense que le front office, il sait que c'est maintenant. Et puis de toute façon, qu'il faut qu'on puisse passer à autre chose. De toute cette histoire de trade, etc. Maintenant, il faut reconstruire, il faut partir avec du jeune. Et avec un Kyrie peut-être en papa, tu vois. AD ne fit plus trop là-dedans. Et c'est l'année parfaite avec notre dernier pick de draft pour pouvoir se débarrasser de lui et repartir sur des bonnes bases. Donc oui, je suis assez serein sur le fait qu'on va le trader. Maintenant, il faut juste espérer qu'il y ait une petite bataille entre plusieurs équipes, parce qu'imagine qu'il n'y a que Atlanta ou que Toronto qui est intéressé, c'est pas très bon pour nous. Il faut que 2 équipes se battent, au moins 2, pour que le prix puisse monter. Donc voilà, j'espère que Toronto et Atlanta, par exemple, sont 2 équipes qui seront prêtes à rentrer dans la discussion pour l'obtenir. Quentin, si on va récupérer seulement des contrats expirants pour Anthony Davis, est-ce que finalement, il ne faudrait pas mieux le garder et puis essayer de baisser la masse salariale autrement? Parce que l'année prochaine, là, de toute façon, il va être blessé pendant longtemps. On va peut-être laisser Kyrie Irving aussi sur le banc. On va pouvoir avoir un bon pick à la draft. Et l'année prochaine, pourquoi pas ce trio Irving, Davis, Flag? Allons-y. S'il n'y a que des contrats expirants, ouais, il ne faut pas le trader. Enfin, je pense qu'on va se précipiter, mais encore une fois, je pense vraiment qu'Anthony Davis vaut quand même plus que juste des contrats expirants. Donc, si on a vraiment rien de rien, on ne fait pas le trade. Hein. Faut pas non plus. Enfin, je ne suis pas dans la team de s'en débarrasser à tout prix, parce que je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, Barn. Donc, si on n'a vraiment aucune offre qui est bonne, je suis prêt à faire des concessions, mais pas non plus ça, tu vois. L'intérêt pour moi de le trader là, c'est une offre intéressante, c'est que si tu tournes psychologiquement une page, en fait, tu te prépares vers un nouveau chapitre. Et voilà, tu es déjà dans une projection. Là, si tu gardes Anthony Davis, tu es toujours dans cet entre-deux. Il est toujours là, mais tu sais qu'à court terme, il ne va plus être là. C'est vraiment le sentiment que j'ai là quand je regarde les matchs. Le peu de fois je le vois sur le terrain, il y a un côté un peu hybride, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Là, ça clarifie la situation et tu peux vraiment commencer ce nouveau chapitre. Moi, je suis vraiment comme toi, par contre, Quentin, je pense qu'il vaut quand même plus, malgré tout ça, il vaut quand même plus que des contrats expirants. J'espère qu'on va être capable de récupérer au moins un jeune joueur intéressant ou un pick de draft. Ça me semble un minimum, honnêtement. Vous pensez que Atlanta, il serait chaud pour Rizaché et Porzingis, même avec cette blessure? Oui, mais bon, c'est quoi Ok. Alors, du coup, après, un pick de draft. Moi, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi, malgré tout, je vais être très honnête, je comprends Trae Young, ils ont bougé, gros salaire et compagnie. Je ne comprends pas fondamentalement pourquoi Atlanta, qui n'est quand même pas deuxième ou troisième de l'Est, s'intéresse fondamentalement à Anthony Davis. Je ne comprends pas trop la timeline qu'ils font. Mais enfin, on va mettre ça de côté. Je suis quand même convaincu qu'on doit récupérer quelque chose qui est plus que du contrat expirant. Et effectivement, si ce n'est pas le cas, il faut accepter que ce ne soit pas le cas et il faut se projeter du coup sur l'été. Et l'été, du coup, on aura probablement des meilleurs deals sur le marché. Moi, j'espère fondamentalement qu'on va réussir à tourner la page et qu'on aura un asset suffisamment intéressant pour dire allez, salut l'ami, on passe à autre chose. On se prépare plutôt le moyen terme et on tourne la page Anthony Davis. Parce qu'on n'est pas obligé de lui donner sa prolongation de contrat, hein, Quentin. Non, on n'est pas obligé. De toute façon, comme je t'ai dit, il reste encore 2 ans de contrat derrière. On rappelle que Kyrie, on a lâché un premier tour de draft alors qu'il venait avec une très très grosse incertitude, pas au niveau de la santé, mais au niveau de l'extra sportif. Et il ne lui restait plus qu'1 an à son contrat. On l'a prolongé tout de suite. Donc Kyrie, on a eu un pic de draft, il avait aussi plus de 30 ans. Et il dit il y aura au moins un pic de draft dans l'histoire. Pour moi, ça c'est sûr. Je me fais pas de soucis là-dessus. Et pour répondre juste à ta question, effectivement, je suis d'accord sur le fait que Atlanta, ce que je trouve bizarre, c'est que effectivement, je suis pas sûr qu'il soit un Anthony Davis d'aller chercher la conférence Est. Je vois le fit, mais par contre, je ne pense pas que c'est ça qui va leur faire grimper un palier. Moi, ce que j'aime avec cette part de trade deadline, c'est que des fois, tu as des équipes qui sentent que à 3 mois des playoffs, 2 mois et demi des playoffs, elles
elles sont en mode putain, là, on a quand même quelque chose à jouer avec cette équipe-là. Et elles sont prêtes à jouer un peu le tout pour le tout, tu vois, sur une trade deadline en disant c'est ça qu'il nous faut pour les playoffs de cette année. Alors que si on laisse passer l'affaire et qu'on revient sur l'été, on repasse sur des deals qui sont plus longs, des négociations qui sont plus compliquées parce que les équipes se disent on a le temps. Si ton deal il est pas bon, nous, il y a beaucoup d'incertitudes, on n'est pas prêt à mettre ça ou ça, et ben on attend, tu vois. Donc c'est pour ça que j'aimerais aussi vraiment que ça se fasse à ces trade deadline parce que je doute que l'été, on ait forcément des deals plus intéressants. Donc voilà, à aligner avec Nico là-dessus. Et trader Anthony Davis, c'est un gros avantage pour les Mavs, c'est évidemment de baisser la masse salariale. Si jamais on n'arrive pas à le trader, il va falloir la baisser. On est obligé. Je crois sinon on va être au-dessus du deuxième apron. Donc d'autres joueurs qui seraient potentiellement tradés avant la trade deadline. On parle notamment de Daniel Gafford. Il a une belle valeur apparemment sur le marché. Est-ce que vous pensez que Daniel Gafford sera tradé avant le 5 février, Nico? Moi, j'espère pas. J'espère fondamentalement pas. Pour moi, c'est un peu le jeu des dominos. C'est-à-dire que si tu dégages Anthony Davis, ou tu échanges, voilà, c'est joli. Tu échanges Anthony Davis, tu as tout intérêt à garder Daniel Gafford pour ne pas être complètement dépeuplé sur le poste 5. Moi, j'espère surtout qu'on va réussir à sortir 2 joueurs en plus d'Anthony Davis. C'est que D'Angelo Russell, c'est les gros appels de phare pour dire l'ami, t'as plus aucun intérêt à rester ici. Il y a des équipes qui cherchent des meneurs, qui ont des petites poches salariales pour essayer de prendre des meneurs. Je pense à Houston, je pense aux Wolves qui ont intérêt à prendre un meneur pour accompagner une équipe qui est plutôt, dans le cas des Wolves, sur la pente ascendante. Houston plutôt sur la pente descendante, mais en tout cas qui ont des besoins de meneurs. Donc à défaut d'être un génie, D'Angelo Russell, ça me semble un fit plutôt intéressant pour ces 2 équipes. Klay Thompson, qui a fait une jolie déclaration en disant qu'il était ravi de jouer au basket, aux Mavs et compagnie. Moi, je lis ça, c'est un peu comme au foot quand on dit que l'entraîneur n'est pas menacé. Ça veut dire en fait qu'il est grave sur la sellette. Moi, j'interprète ça pour Klay Thompson dans le sens où on a tout intérêt à lui trouver une jolie porte de sortie et rejoindre une équipe qui a des ambitions un peu plus élevées. Houston, un scoreur qui sort du banc maintenant et qui est capable de mettre des 3 et parfois de prendre chaud, ça serait pas stupide pour eux. Qu'est-ce qu'on peut récupérer dans des échanges comme ça? Je sais pas trop, mais en tout cas, ça serait dans notre intérêt, à mon avis. Ah, mais c'est ça le problème, Nico, c'est que Marshall ou même Thompson, on va pas récupérer des jeunes joueurs, des assets pour construire avec Cooper Flagg. C'est pour ça que j'ai cité Gafford, je voulais aussi citer Marshall. C'est des joueurs qui vont intéresser d'autres équipes. Est-ce qu'il faudrait pas essayer de les échanger contre des jeunes joueurs ou des pics de draft, Quentin? Non, pour moi, et ça faisait longtemps, gros désaccord avec Nico. Pour moi, Gafford, là, j'aimerais vraiment qu'il soit tradé parce qu'on a atteint la valeur plafond et là, on est en train de descendre, je pense, sur ce qu'il nous propose. On l'a vu quand même depuis certains mois. Peut-être que le contexte joue et qu'il veut moins se donner à fond que quand il y avait Luka, etc. Possible. Mais je pense vraiment qu'on a atteint la valeur plafond et qu'on est en train de descendre. Que c'est maintenant, et d'ailleurs, on est peut-être même passé la valeur max qu'on aurait pu recevoir en échange, mais il est encore temps. Donc pour moi, effectivement, s'il y a un bon trade de Gafford sur la table, il faudrait le faire parce que le contrat est long, on peut obtenir des choses très intéressantes et ça nous confirme aussi dans notre stratégie de potentiel tanking sur cette saison-là. Donc un trade de Gafford me va très bien. Après, comme tu as dit, Russell et Thompson, ça vaut rien. Pour défendre Nico, là, pour le coup, si on a Lively qui est blessé, on n'est même pas sûr qu'il revienne la saison prochaine, pas de Gafford, pas d'Anthony Davis, on va se retrouver Mavs version 2021 là, avec pas de pivot, quoi. Ouais, mais c'est quoi le projet? Oui, Dwight Powell en papa. Mais c'est quoi le projet? Si on parle d'une reconstruction, de repartir de zéro, ça me va totalement d'être mauvais poste 5 en n'ayant que Derek Lively, en espérant que ça aille mieux. Et puis de taffer pour aller trouver d'autres jeunes ou aller trouver d'autres vétérans dans le futur. Mais sur le court moyen terme, le move de bouger Daniel Gafford me va totalement. Et par contre, je serais toujours très très content du court temps qu'il a fait avec nous. J'ai adoré son passage. Mais là, je trouve que ça fit très bien de faire un trade dès maintenant pour lui. Oh, tu vois, c'est un vrai point de désaccord pour le coup, parce que alors là, je rappellerai que Najee Marshall et Daniel Gafford ont 27 ans. On a l'impression qu'on les compare à des darons qui sont à 2 ans de la retraite. Ils ont 27 ans, ils ont un paquet d'années à donner aux Mavericks ou ailleurs, en tout cas au moins dans la ligue. Moi, il me semble beaucoup trop tôt
Et surtout Daniel Gafford, parce qu'il n'y a pas de plan B en fait. Najee Marshall, ça ferait chier pour plein de raisons, mais il est remplaçable. Daniel Gafford, sauf si tu le traites par vraiment un gros pivot jeune, ou si tu te dis à la draft, je vais forcément drafter un pivot, t'es complètement à poil en fait. Donc c'est un très mauvais calcul à mon avis. Je comprends qu'il a de la valeur, mais il y a une raison pour laquelle il a de la valeur. C'est-à-dire que si tu files ce joueur-là qui a de la valeur, t'as intérêt à récupérer un truc vraiment très intéressant derrière qui te permet d'avoir une alternative. Si t'as rien, t'es grave à poil et moi je peux plus les années 10 ans de Mavs sans pivot là, je veux pas repartir dans ces cycles-là moi. Je comprends, mais tu vois, alors, si on était dans une situation où on avait encore, enfin, comme on était il y a un an, effectivement, dans jamais de la vie, tu lâches Daniel Gafford parce qu'il est trop important pour tout de suite. Mais aujourd'hui, pour le tout de suite, c'est-à-dire pour 2026, pour 2027, l'importance de Daniel Gafford, je pense qu'il nous apporte plus en allant ailleurs et en nous apportant une contrepartie que en restant. Mais Et ça veut dire quoi en fait concrètement? Tu veux récupérer quoi Daniel Gafford? Tu penses qu'il vaut quoi? non, Daniel Gafford, pour moi, il peut valoir au moins un jeune de 5 ans de moins et peut-être un first round pick, un swap ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a plusieurs équipes qui ont vu ce qu'il a pu proposer quand il est arrivé chez nous, c'est-à-dire un mec qui passe une équipe au stade de NBA Finals avec évidemment PJ Washington et qui voit qu'un Daniel Gafford, ouais, ça peut faire énormément de bien dans la rotation et qui serait prêt à mettre la main en portefeuille. Hein. Donc, et puis en fait, surtout, ça aiderait dans le but tu vois, d'être encore plus mauvais sur cette saison-là, quitte à la jeter à la poubelle. Donc, et après, peut-être que je suis moins optimiste que toi sur sa valeur dans les années à venir. J'ai vraiment l'impression qu'on est très légèrement, mais qu'on est un peu sur une pente descendante avec Gafford. Et c'est pour ça que voilà, je trouve que c'est le bon moment. Mais là, tu vois, avec du cynisme, c'est ça, en mode, d'un point de vue purement calculatoire, je pense que c'est la valeur la plus haute qu'il a. Il l'a passée depuis quelques mois, mais qu'il a toujours une valeur haute. Et que ça sera intéressant maintenant plutôt que plus tard, sachant qu'on lui a signé un contrat qui est quand même assez intéressant financièrement. Donc, très belle valeur. Oui, il a 14 millions par saison, là, Gafford. La première, après ça augmente, mais ça reste quand même raisonnable. Donc, la projection de me dire, là, ce que tu me décris, c'est j'ai l'impression que les Mavs sont tradés, on va se retrouver J.F. en pivot Dallas Mavericks. Je veux pas ça, moi. Hein. Non, je veux pas ça, mais bon, sur cette saison, bon, voilà, quoi. Bon, alors les gars, au cas où vous n'avez pas été sur tankaton.com, moi j'y suis allé et je vous dis que les Mavs sont 8e au classement. On a New Orleans, Indiana, Sacramento, Washington, Brooklyn, Charlotte, Utah et puis Dallas. La question que j'ai pour vous, c'est où est-ce qu'on peut espérer arriver au Tankaton cette saison, à votre avis? Le meilleur qui puisse nous arriver. Qui veut répondre? Moi, je peux vous donner mon avis. Je pense que sixième. Je pense que sixième, ça serait le but. Il faut passer devant Utah et Charlotte. Et ça va être difficile d'aller chercher Brooklyn, Washington, Sacramento, Indiana et New Orleans. Voilà. Donc si on toutes ces équipes, hein. C'est vrai que t'as du mal à être plus nul qu'eux. Moi, je pense que Charlotte, ça va remonter un peu quand même. C'est pas fondamentalement nul. Il y a quand même suffisamment de talent. Sauf s'il y a une avalanche de blessures, mais il y a suffisamment de talent quand même pour remonter. Donc ouais, 6-7. Pas mal déjà 6-7. Hein. 6-7, c'est 30, entre 32 et 37% de chance d'être dans le top 4 de la draft. Ouais, et puis surtout quand on pourra faire une émission dédiée, mais quand tu te regardes un peu la projection de la draft là, tu lis régulièrement que tu as au moins 4 très 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 gros talents et que tu as une succession après de joueurs a priori de très bon niveau. Donc si tu choisis dans le top 4, alors là, miracle, génial. Même si tu choisis 6, bon, a priori, tu as moins de risques. Hein. Tu vas quand même choper un gros joueur. En fait, le truc, c'est que les équipes qui sont au-dessus de nous, elles me semblent difficilement atteignables dans le sens où je pense qu'elles vont encore plus sortir le tank que nous. Par contre, le point positif, c'est que ce que je vois derrière, je ne les vois pas revenir. L'équipe qui est juste derrière nous, c'est les Clippers. On rappelle qu'ils n'ont pas leur pick, ils l'envoient à OKC. Et Milwaukee, c'est pareil, je ne les vois pas tanker. Memphis, c'est pareil. Donc, je pense que sur ce chemin-là, même si les choses peuvent aller très vite, le top 8 semble être quand même plus ou moins probable.
Si on arrive à doubler une équipe, ça me semble déjà pas mal. Si on arrive à être 7e, parce que les autres, quand même, il y a du gros client et il y a des équipes qui ont vraiment intérêt à perdre. Donc, à part si Trae Young revient et qu'il commence à faire gagner tous les matchs à Washington, je vois pas trop devant qui on va passer, si ce n'est Charlotte. Je suis assez d'accord avec toi, Nico, parce que Utah, ils ont aussi une sorte de protection de pick, il me semble. Donc, je pense que eux, ils les protègent genre 1-8 ou quelque chose comme ça. Ils vont bien sortir le tank pour être sûr de garder leur pick. Et puis, comme on l'a dit, on a quand même pas mal de talent dans cette équipe qui fait qu'on va en gagner des matchs par-ci, par-là. Je sais pas si cette nuit, on va encore gagner Denver comme on le fait à chaque fois. Et du coup, je pense que ça va être compliqué d'aller plus haut que la 7e place. Mais bon, ça serait déjà pas mal d'avoir un first pick en 2025 et un 7e pick d'une très belle draft en 2026. Ça serait une belle base avant de commencer 4 ans de disette de pick, de nos picks à nous de draft. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé le calendrier à venir, mais le prochain match, donc, c'est contre Denver, tu l'as dit, Quentin. Et après, on a une belle double confrontation contre Utah. Donc, ça serait vraiment l'occasion de leur passer devant au classement du tanking. Ouais, mais les deux à la maison, jamais de la vie on perd les deux, les amis. Jamais de la Je vie. dirais qu'en même temps, on a joué plusieurs fois Utah, et les 2 fois on voulait gagner, les 2 fois on a perdu. Donc là, maintenant, on veut perdre. Donc je pense que tous les espoirs sont permis. T'as Utah, ça va faire 5 fois qu'on les joue en 3 mois, je crois. J'en peux plus. Donc vivement qu'on passe à autre chose. Je pense ça va finir en une victoire chacun. On va se mettre d'accord comme ça, comme souvent. Et voilà, mais ça va être Si on est compliqué. très optimiste, juste pour revenir un peu en 2 mots sur le tanking, on a quand même des équipes qui ont soit des raisons de ne pas tanker, ou soit qui sont en train de remonter gentiment la pente et qui pourraient finir un peu plus haut ou bas, ça dépend comment tu vois le truc. Mais genre Indiana, il n'y a pas une culture du tanking. Je vois qu'ils ont gagné plusieurs matchs récemment. Ils vont potentiellement pas être si bas que ça. New Orleans, le fameux pic. Est-ce que New Orleans, il y a un moment, ils ont commencé à gagner une série de matchs. Est-ce que cette série ne peut pas continuer? Il faut qu'ils auront mis de côté le sujet de Zion Williamson. Est-ce qu'ils ne vont pas réussir à être un peu moins mauvais que ce qu'ils sont actuellement? Il y a quand même des espoirs que des équipes qui sont tout en bas soient capables de finalement gagner plus de matchs que prévu. Enfin, Non, Indiana et New Orleans, il Lola, va falloir aller les chercher. Ils sont loin devant. Pardon, Quentin. ouais, mais tu vois, ils sont à moins de. Ils sont à quoi Ils sont à 7 matchs. On est à 7 matchs d'écart de New Orleans. Sur une fin de saison où tu as une équipe qui tank clairement et une équipe qui ne tank pas, c'est pas du tout impossible à rattraper. Ils ont vraiment aucune raison de perdre leur match. New Orleans, le pic n'est plus à eux. Exactement. Au contraire, ils ont peut-être même envie que ce soit le moins haut possible pour pas trop que ça reste dans les mémoires, tu vois. En tout cas, Donc, Joe Dumars, il a tout intérêt à motiver ses troupes pour pas trop passer pour un con et essayer qu'ils finissent pas trop bas pour que ce trade ne soit pas si catastrophique, au moins pour son image. Et Après, puis on n'est tester même des pas à la choses. moitié de la saison, 41 matchs, donc il reste 41 matchs et t'as de quoi venir. Et puis tu sais, même tester des choses, mettre des joueurs en avant pour l'été et éventuellement de futurs trades. Ça parle un peu de Zion ou quoi. Si sur la deuxième partie de saison, tu montres que Zion, en fait, il arrive à tenir physiquement, à enchaîner les matchs avec un 20 points solide avec des hauts pourcentages, ça peut être très intéressant pour ta reconstruction. Pardon, reconstruction. Donc bon. Ok. Ok, bon, on va suivre ça, les gars. On va suivre le classement du tanking. Et puis, cette trade deadline qui approche, c'est dans 3 semaines, les gars. Donc, ça va s'accélérer. Ça va être très intéressant pour les Mavs, bien sûr, mais pour aussi les autres équipes. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou on peut clore ce podcast? C'est dans 3 semaines la trade deadline, mais il n'y a rien qui. Ça se trouve, la semaine prochaine, la grosse nouvelle tombe, le trade est fait avec je sais pas qui. Et puis bon, dans ce cas-là, on vous fera évidemment une émission spéciale dans la foulée pour parler de tout ça. Mais bon, les choses sérieuses commencent à arriver pour AD, pour nos Mavs, et on espère que rapidement on pourra passer à autre chose, parce que là, on tourne un peu en rond quand même autour de AD dans nos discussions, et on a envie tous de passer à autre chose. Après, moi, je me posais la question, est-ce que le staffing, là, on n'a pas de vrai general manager, en fait, depuis le départ de l'ami Harrison, là.
Donc, est-ce qu'on est capable de prendre des décisions de ce type-là sans avoir un général manager vraiment attitré, expérimenté et suffisamment sûr de lui pour faire le bon move? C'est aussi ça. En tout cas, ce que je dirais, c'est qu'en plus de ça, c'est que le marché, c'est quand même une trade deadline où il y a un paquet de gros joueurs qui pourraient potentiellement bouger. Alors, je ne sais pas s'ils vont effectivement bouger, mais enfin, en tout cas, il y a pas mal de joueurs. On se dit, il y a moyen qu'ils se barrent. Et tu rajoutes à ça la free agency à venir, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent bouger de façon intéressante et pour que l'échiquier NBA globalement soit pas mal agité, mais aussi l'échiquier des Mavs, quoi. Tout à fait. Ok, on va suivre ça. Les gars, je vous remercie pour l'émission. On se dit à la prochaine fois. Salut tout le ciao. monde.